Ils sont toujours là, mes invités, les confrères Luis Kamako, David Diagwavi et Adam Glenou Fioclo. On parlait de cette visite du député français Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso, à Ouagadougou, précisément. Une visite remarquée d'ailleurs, parce qu'il a parlé de l'impérialisme, il a parlé également du colonialisme, il a parlé de Thomas Sankara, il a beaucoup parlé. Bref, une visite saluée, nonobstant les remarques de David Diagwavi, une visite saluée par Luc Damiba, secrétaire général du comité mémorial Thomas Sankara. Il en a profité pour demander aux députés de la France insoumise de plaider pour le rapatriement du reste des archives françaises sur l'affaire Thomas Sankara. Vous pensez, Fioclo, qu'il peut peser également dans ce dossier? Mélenchon, à ce que je sais, il a dit qu'il va faire 4 jours au Burkina. Mais moi, je voudrais savoir si il pourrait être reçu par le président Kaboré. Sur le dossier Thomas Sankara, je sais qu'il y a un certain nombre d'années avant que certains dossiers ne soient déclassifiés. Mais pour le moment, Mélenchon, dans ce dossier, est un poids plume. Ça il ne m'intéresse. pèse pas pour avoir une certaine influence aux cellules, sur la cellule africaine de l'Élysée, pire encore sur le président Emmanuel Macron. Il peut aller à l'Assemblée, vociférer comme il a l'habitude de le faire, attaquer. Mais ceux qui sont là, c'est eux les décideurs. C'est comme si on organise une élection, les électeurs vont voter et les résultats sont donnés par les décideurs. Ouais. Donc Mélenchon est un poids plume dans ce dossier Thomas Sankara. Alors David, on sait que les archives de la France sur le dossier Thomas Sankara ne sont pas encore épuisées. Même question à vous également, est-ce que Mélenchon peut peser? Je ne vous vois pas dire oui. Non, mais il y a des chefs d'État qui étaient assassinés avant Sankara. Leurs dossiers n'ont jamais été déclassifiés. Sylvanus Olympio, les dossiers de l'assassinat... Vous voulez parler de l'ancien président togolais? Oui, les dossiers sont en France. Et les dossiers n'existent pas. Parce que depuis le 13 janvier jusqu'au 5 mars 1963, il n'y a pas les câbles diplomatiques. Puisque c'est le ministère des Affaires étrangères, le dossier qui a... Puisque la France est citée... À Nantes, quand tu vas là-bas, tu ne trouves pas. La France est citée dans l'assassinat de Sylvanus Olympio et dans l'assassinat d'autres présidents en Afrique. Donc, déclassifier un dossier relatif à l'assassinat d'un chef d'État, que ce soit africain ou d'un autre pays du monde, n'est pas chose facile. Comment pouvez-vous comprendre qu'aucun président depuis Mitterrand n'a décidé... Enfin, Mitterrand était là quand Sankara était encore vivant. Après Mitterrand, c'est Chirac. Voilà. Depuis Chirac, comment pouvez-vous comprendre qu'aucun chef d'État n'a signé le décret pour déclassifier ces dossiers-là? C'est parce qu'il y a des secrets. Et la France n'aimerait pas que ces secrets soient divulgués dehors. C'est pour ça que les combats qui ont été menés dans le temps pour amener la France à être du côté des militants de Sankara, ces combats n'ont jamais abouti. Parce que derrière ces coffres, il y a plein de références qui risqueraient de nuire à l'image de la France. Vous savez, la France était citée dans le dossier d'assassinat de Sankara. Et donc, voilà, Mélenchon ne fera que son boulot de député opposant, en appelant peut-être. Mais ça n'aura pas un effet direct. Il faut attendre peut-être qu'il arrive au pouvoir. Et nous, on le lui souhaite vraiment. C'est dans 7 ou 8 mois que Mélenchon arrive au pouvoir en France et qu'il déclassifie les dossiers, non pas seulement de Sankara, mais d'autres dossiers. On veut savoir comment ça s'est passé avec Sylvanus Olympio. On a dit que c'est Yadema qui a tiré sur lui. Yadema dit non, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a tiré. L'autre dit non, c'est pas moi. On veut savoir qui a tué, qui a tiré sur qui. Allez, mercredi, pour terminer, mercredi, Jean-Luc Mélenchon sera face aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo pour décliner ce que seraient les grandes lignes de sa politique extérieure s'il est élu, comme David l'a dit tout à l'heure, aux prochaines élections présidentielles. Face aux étudiants burkinabés,
quel sera le discours de ce monsieur que vous connaissez bien? Oui, je pense que déjà, il vient avec un agenda précis, c'est-à-dire que venu rendre hommage à Thomas Sankara. Donc, M. Mélenchon sait aujourd'hui ce que représente Thomas Sankara pour le peuple, pour les hommes intègres, pas seulement les Burkinabés, mais sur tout le continent africain. Donc, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il va peut-être surfer sur cette personnalité-là, parce qu'il a dit qu'il est venu s'enquérir des expériences de ce monsieur-là et les partager avec des personnes qui rêvent également mener des combats du genre. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que quand il ira devant les étudiants, il va évoquer le dossier Thomas Sankara. Il va impressionner plus d'un. Et c'est en cela que son opération de charme va le réussir. Donc je pense qu'il va juste surfer sur ça quelque part. Aussi parler de ce problème épineux là dont fait face en fait nos universités. Donc ça dit que le sous-emploi, il y a toujours ce problème d'inadéquation entre la formation reçue et l'emploi sur le marché. Donc il va essayer de faire tout cela. Donc je pense que Mélenchon n'est pas la première personnalité française à faire cet exercice. D'autres présidents l'ont également fait. Ils sont venus où ils ont rencontré des étudiants, ils leur ont promis si elle était, mais malheureusement quand ils sont au pouvoir, c'est-à-dire que c'est des promesses qui ne sont pas habituellement tenues. David l'a dit tout à l'heure quand il parle de la France-Afrique. Donc c'est vrai que le dossier, je l'ai dit tout à l'heure, le dossier de France-Afrique a été transmis à Emmanuel Macron. Qui, à la veille ou bien à la veille de son élection ou bien à la veille de sa prise de pouvoir, a promis justement de déclassifier ces dossiers, mais jusque-là, qui n'a jamais été fait. Donc je pense que Mélenchon aussi est dans cette posture aujourd'hui. Il viendra dire aux étudiants, voilà, on connaît vos problèmes, restez en Afrique. L'Occident n'est pas bon pour vous. Dès que je serai président, je vais essayer par l'attouchement de vos présidents, je vais essayer de changer vos conditions de vie également, promettre à ces étudiants-là régler le problème de chômage. Donc, je pense que ce sera le discours clé que Jean-Luc Mélenchon essaiera de tenir devant des milliers d'étudiants burkinabés. On termine par le Togo. Les conclusions des travaux de la CENAP ADI respecte la discipline du groupe. La position de l'ADI sur les conclusions des travaux de la CENAP est claire. La position est claire. Ayant pris part à toutes les séances, ADI respecte la discipline du groupe. À l'étape actuelle, les conclusions de la concertation ne peuvent pas être mises sur la place publique avant leur transmission à l'initiateur et le gouvernement. Donc, attendons. Vous les aurez dans les prochains jours. C'est ça la déclaration de Adi. Luis Kamako, je vais vous poser une question. C'est quoi la discipline du groupe? Adi a parlé de discipline du groupe. La discipline du groupe, je pense que tu l'as dit dans ton mot introductif. C'est justement, c'est vrai qu'au début, on n'a pas eu des informations relatives à cette concertation nationale des acteurs politiques. Et je parlais tout à l'heure, j'ai toujours dénoncé une rétention d'informations jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis amené à dire que tout ce qu'on fait pour les Togolais, tout ce qu'on fait pour les Togolais et sans les Togolais est contre les Togolais, juste parce que ce cadre-là, on était informé de rien, la presse n'était pas informée. Donc il a fallu que les premières conclusions de cette concertation nationale soient sorties pour qu'on s'en rende compte que voilà, il y a un règlement intérieur qui liait les 17 partis politiques qui prenaient ou bien qui ont pris part à cette concertation. Et donc ce règlement intérieur, comme tu le disais tout à l'heure, interdisait à tous les participants de divulguer les informations relatives au dialogue avant la fin des travaux. Et également, le règlement intérieur demandait également aux participants qu'ils auront à trouver les problèmes à toutes les solutions qui seront posées au cours de ce cas. Donc, je pense que pour répondre à cette question, c'est ça le règlement, ou bien c'est de ça que parle Adi, je crois. Oui, David, la position de Adi est claire, hein? C'est la discipline, aux antipodes peut-être de certains partis politiques. Oui, c'est ce qui a peut-être fondé leur engagement à participer aux travaux de cette concertation. Si ça s'inscrit dans le cadre du règlement intérieur, comme le dit lui tout à l'heure, moi je n'ai pas eu accès au règlement intérieur.
Si ce détail est précisé dans le règlement intérieur, ça peut se comprendre. Parce que c'est un dialogue auquel vous êtes invité, vous êtes tenu de respecter peut-être les clauses du règlement intérieur de cette concertation-là. Sauf que, là, dans ce cas, on parle de l'avenir du peuple togolais. On parle du Togo entier. On va discuter de l'avenir du Togo là-bas. Et cet avenir est dans les mains pas de tous les politiciens, pas de tous les Togolais, mais d'une petite marge de Togolais qui ont été choisis sur la base de certaines conditions qui ont été proposées et validées. Il faut avoir déjà participé aux dernières élections, un truc comme ça. Donc, c'était pas tous les partis politiques. Alors, les relevés de conclusion qui étaient sortis de cette rencontre ont quoi de secret pour qu'on fasse cette gymnastique-là, qu'on aille à gauche et à droite, qu'on dise que le gouvernement doit entrer en possession de ces relevés de conclusion avant de les rendre publics, etc. C'est ce qui s'est passé avec, comment on appelle ça, la CVJR dans le temps, où on attendait que le chef de l'État reçoit le rapport final, le signe, avant qu'on le mette à la disposition du peuple togolais. Et c'est après ça qu'on voit ce qui se passe. Quand je prends le cas de la CVJR, on a vu qu'il y a des recommandations qui ont été avancées dans le rapport. Est-ce que ces recommandations ont été mises en application jusqu'alors? Non. Donc, sur le cas de la CENAP, je ne comprends pas. Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas participé, mais en tant qu'acteur, en tant que citoyen, j'ai le droit de savoir ce que les gens sont allés dire dans une salle, qui me concerne, qui concerne mon avenir, qui concerne l'avenir de mes enfants, qui concerne l'avenir de mon pays. Qu'on ne me le cache pas, qu'on me donne une autre raison, oui, mais qu'on me situe dans un délai fixe. On dit de ne pas divulguer le contenu du rapport. D'accord, mais dans combien de temps ce secret va être gardé comme ça? Est-ce qu'on attendra encore? Et à la fin, quelles sont les garanties que les relevés de conclusion vont être appliqués? On a eu des dialogues. Les conclusions n'ont jamais été appliquées. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les gens qui vont s'asseoir et discuter là. C'est eux-mêmes qui le disent. Donc, il faut que la CENAP comprenne que ce dialogue est peut-être une dernière chance pour aller à l'apaisement, parce que les crises politiques que le Togo a traversées ont tellement enfoncé ce pays que, au final, on a besoin d'une issue pour pouvoir respirer véritablement. Fiokolo, c'est une attitude du parti de Aimé Gogué qui est affichée. Est-ce que vous comprenez cette attitude? Non, M. Gogué a participé à cette concertation, et quand elle parle de respect de la discipline du groupe, Gogué fait allusion au règlement intérieur. Et en conclusion, on a pondu un communiqué disant que la concertation a sorti 52 propositions dans tous les domaines, au niveau du cadre électoral, au niveau de la Constitution, au niveau de la liberté de manifestation, au niveau de la décentralisation, au niveau du statut de l'opposition, au niveau des mesures d'apaisement et au niveau du cadre permanent de concertation. Et tout ça doit être envoyé au gouvernement pour validation. Et ça, quand ça va arriver au niveau du gouvernement, c'est en ce moment qu'on va savoir les contenus de ce qui s'est réellement passé là-bas. Si le règlement intérieur est respecté jusqu'au dernier jour, c'est pour un objectif. Quand on faisait les dialogues en temps, il y avait des fuites. Et ça mettait en cause les travaux. Il y avait des partis qui faisaient des déclarations à la porte-pièce et ça... Et il y a eu des sorties, il y avait eu des restrictions et des dégâts. Pour éviter ça, on a dit, et tous les partis politiques qui ont participé à cette concertation... Même la presse n'a pas été invitée. Ils ont donné leur accord et le résultat est obtenu. Il y a 52 propositions à étudier par le gouvernement et la suite, on la connaît. Même si, Louis Kamako, on parle du respect des tests, c'est une attitude, même question posée tout à l'heure à Fioclo, c'est une attitude de Hadi qu'on remarque. Vous comprenez cette attitude qui peut-être est aux antipodes de l'attitude des autres partis de l'opposition? Non, c'est pas. Si vous prenez le landerneau politique togolais, je pense que c'est idem pour dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un pouvoir en place, il y a un parti au pouvoir,
il y a des partis de l'opposition, il y a des partis, il y a certains qui sont dits radicaux, il y a certains qui sont dits mi-modérés, il y a des partis qui sont jugés proches du pouvoir, il y a des partis qui sont dans dans une démarche perpétuelle d'alliance. Selon vous, Adi est dans quelle position? J'en viens justement. C'est-à-dire que quand vous prenez un parti, quand vous revenez au Togo, vous voyez un parti comme Adi. On a vu le parti s'allier ces derniers temps avec pas mal de formations politiques. Adi était dans la coalition des 14 politiques de l'opposition, la C14. L'Adi faisait partie du groupe de 7, aux côtés des partis des travailleurs, les FDR, MCD, etc. Donc, ANC, voilà. C'est des partis qui, à un moment donné, voulaient se mutualiser les efforts pour exiger les réformes constitutionnelles, institutionnelles. C'était en 2016, je crois. Donc, l'ADI faisait partie presque de toutes les coalitions. Donc, sa dernière expérience, c'est avec la C14. Et donc, à un moment donné, elle s'est désolidariser. C'est-à-dire qu'elle ne s'allie plus. Donc, elle veut faire désormais route seule. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans cette posture-là qu'elle est allée à cette table de négociation. Donc, aujourd'hui, les rapports sont sortis et l'ANC, l'ADI dit qu'elle respecte en fait la discipline du groupe. Ça va se comprendre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le parti est devenu moins radical, ou bien le parti est devenu modéré comparativement à la posture qu'elle a toujours adoptée. Je le dis parce que, de par le passé, on a vu que l'ANC a claqué à la porte, l'AFE a suspendu, en fait, a claqué à la porte à la dernière minute. Si c'était de par le passé, l'ADI, ce parti-là, pourrait, ou bien les autres partis politiques allaient suivre l'ANC. Mais s'ils ne l'ont pas fait juste parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que, mais en fait, le radicalisme aussi n'avantage pas les choses. Mais je ne dis pas que l'ANC qui a claqué la porte a mal fait. Je ne le dis pas non plus. Parce que l'ANC a donné les signaux depuis qu'elle ne veut pas être un accompagnateur et du fait valoir pour une opération de saupoudrage ou de replatage en fait, pour le cas de l'électorat togolais. Donc, le parti a donné ses alertes. Il n'a pas été écouté, donc à un moment donné, il a claqué la porte. Ça, c'est une décision politique et que moi, je ne saurais commenter, mais je laisse libre cours à chacun ou bien à tout Togolais d'analyser et de tirer ses conclusions. Donc, quand vous voyez aujourd'hui l'ADI qui respecte la discipline du groupe et qu'elle ne peut se prononcer sur ce dossier que dès que les conclusions seront transmises au gouvernement. Donc ça se comprend, ça doit se comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le parti est en train peut-être de changer de posture. Il est en train de faire les choses autrement pour voir ce que ça peut donner dans les prochains jours. Vous avez parlé de posture. David, un changement de paradigme au niveau de ce parti, vous pensez? De l'ADI? Oui. Adi a compris aujourd'hui la nécessité d'être constant envers ses positions qui n'ont jamais été claires, ni vis-à-vis de l'opposition, ni vis-à-vis du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. C'est une formation politique qui surprend au moment où on ne l'attend pas. Et donc, en s'alignant sur la position du gouvernement, c'est clair que Adi a voulu célébrer le divorce entre lui et l'ANC, son ancien allié politique, avec qui ils ont fait toutes les élections présidentielles et législatives dans ce pays, et même des coalitions. Donc aujourd'hui, l'ADI a compris qu'il est temps de se dissocier de ce radicalisme que prônait l'ANC. Sauf que l'ADI est comptable de ce qui va résulter de cette concertation. Et aujourd'hui, moi, je respecte cette formation politique. Et si elle a pris de la maturité, c'est à applaudir. La rupture avec l'ANC, c'est la maturité politique.
Maturité politique. Je l'applaudis et je la soutiens, la formation politique. Maturité. Maintenant, est-ce que cette maturité politique pourra être bien comprise par ses anciens alliés? Est-ce que ces anciens alliés ne parleraient pas de trahison vu ce qui s'est passé dans les 2 dernières années à la suite des crises politiques que le Togo avait connues? On a vu en tout cas une certaine méfiance de l'opposition envers l'opposition elle-même. Et les alliances aujourd'hui sont attriées. L'ANC a eu le courage de le dire, nous ne travaillerons pas avec n'importe qui. C'est leur position. Fioclou, maturité politique ou caractère nomade de cette opposition même? Quand tu parles d'Adi, Oui, Adi. non. Monsieur Gogué Aimé est un professeur d'université. Si pendant longtemps il a fait cavalier avec un parti politique intransigeant comme l'ANC, aujourd'hui il a compris que ce bord n'est plus le sien. Et je peux dire aujourd'hui qu'il veut maintenant avoir le manteau d'une opposition constructive et refuser le radicalisme. Quand vous assistez à toutes les réunions et aux séances plénières et la veille de la fin de la concertation, vous suspendez, vous n'avez pas suspendu, vous avez tout assisté. Si la suspension était advenue 10 jours, 20 jours avant, on saura que c'est comme ça. On a assisté du début jusqu'à la fin. Et à la veille de la fin, vous dites que vous suspendez votre participation. Que le cadre électoral, qu'il n'y a pas... Il y a monsieur... comment il s'appelle le chargé de communication. Éric Dupuis. Qui a accordé une interview à Togo Time News et qui disait que depuis 1963, le Togo n'a pas connu une élection transparente et claire. Que lui, à l'ANC, ne peut pas valider des choses comme ça, etc. Le Togo n'a jamais organisé une élection comme ça, mais l'ANC participe toujours à cette élection. Donc c'est l'inconstance de l'ANC qui pousse peut-être Adi à se repositionner. Vous savez que les conditions pour aller aux élections présidentielles ne sont pas réunies. Mais à chaque fois, vous êtes candidat. Vous participez. Vous avez interdit à vos militants d'aller prendre leur carte de vote pour aller aux élections. D'aller se faire recenser. D'aller se faire recenser et de participer aux élections législatives. Le résultat, on la connaît. On le connaît plutôt. Voilà que l'inconstance de ce parti fait que leur suspension de la dernière fois, ça a fait sourire les gens. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi ils peuvent poser ce genre de date. Ils devaient se taire, on finit, on transmet au gouvernement et on va voir ce que le gouvernement va faire avec les 52 recommandations ou propositions. Si le gouvernement ne prend pas en compte certaines recommandations qui sont tellement nécessaires, en ce moment, il peut commencer par parler. Et tout ce qu'on est en train de faire dans ce cadre de concertation, c'est pour les élections régionales et présidentielles qui viennent. Or, l'élection présidentielle et régionale, aujourd'hui, Grand Lomé ne compte pas. Il faut la région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara, la région de Sabah, qui regroupe des fois 12 préfectures, 4 préfectures et 6 préfectures. Et il faut des moyens. Si les dates de ces élections sont données et que l'ANC donne l'OK pour y participer, c'est un fait. Si la date est donnée et que l'ANC ne veut pas participer aussi, c'est un fait. Nous sommes là, on va voir ce que ça va donner. C'est ça. Lui, il n'y a pas que Adi. J'avais reçu également l'honorable Abbas Kawa ici. Ils sont partis, disons. Lui aussi semble s'aligner quand je vois les déclarations de Aimé Gogué, le président de Adi. Lui aussi semble s'aligner derrière ce que Adi a dit. Finalement, il y a certains partis de l'opposition, l'ANC notamment, qui sont, on peut le dire, seuls au niveau du fin fond de la mer. C'est l'impression qu'on a finalement. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que M. Kabwa ne s'est pas aligné derrière Adi.
Abbas Kaboa a parlé. Il a fait un grand déballage. Même si ce n'est que 28 minutes que vous lui avez... En fait, je l'ai suivi. Il était ici avec un tas de documents. C'était un dossier, en fait. Voilà, un dossier avec tel qu'il est. Ibert qui le mettait même prêt à donner à qui veut bien feuilleter. Donc, ça dit que... Je le calmais. Parce que ce n'était pas aussi... Exactement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Adi qui décide de ne pas parler et, quelque part, Abbas Kaboa qui également pris part à ces travaux, qui parle. Qui veut parler? C'est lui qui nous a appris qu'il y avait un règlement intérieur qui liait les partis et que tous les problèmes, en fait, doivent trouver solution au cours de ce cadre. Et c'est lui également qui nous a décrit l'ambiance qui a régné tout au long de ces travaux. C'est lui également qui nous a donné une ébauche sur les recommandations, même si ces recommandations-là ont été lues sur la télévision nationale par le rapporteur. Et c'est lui également qui nous a précisé que le ministre Bouadoué Boukpessi ne fait qu'office en fait de cette concertation nationale. À l'époque, nous on l'appelait négociateur en chef ou bien facilitateur, ça dépend de la terminologie de tout un chacun. Donc je pense qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, on sait un peu plus sur ce dialogue-là, on sait un peu plus sur ce cadre. Donc les deux ne disent pas aujourd'hui forcément la même chose. C'est pour ça que je dis, ce qui importe aujourd'hui, puisque vous avez l'opportunité, c'est peut-être d'appeler ces acteurs-là, les mettez-les sur un plateau et confronter les idées. Parce que, quelque part, Adi dit qu'il ne peut pas se prononcer juste parce que les conclusions, les premières conclusions de ce cadre-là sont transmises au gouvernement qui doit statuer là-dessus d'abord avant que lui, il ne parle. Et quelque part, il y a d'autres qui participent également à ce cadre-là qui commence par parler. Il y a également une affaire de PECDEM de 200 000 qui a fuité. Oui, qui a fuité. On a vu il y a certains qui disent on n'a pas pris, d'autres disent... Exactement. Donc, on a vu l'honorable Djeri Tama qui s'est également prononcé. C'est lui qui a éclairé les lanternes, qui avait aucun PECDEM. Et quelque part, l'INC, peut-être les gens le disent aujourd'hui, parce que pour faire du tort à l'INC, parce que c'est lui qui, à un moment donné, a essayé de dire que les choses n'allaient pas bien dans le bon sens. Et donc, je le disais tout à l'heure, que le parti voulait que ces recommandations, les recommandations sur le cadre électoral faites par la Commission internationale, par la communauté, en fait, par l'Union européenne, par le PNUD et par le groupe des 5 ambassadeurs, soit juste mises en application. Donc, c'est dit que le problème, c'est que c'est pas qu'on n'a pas de bons tests, c'est dans l'application que ça pose problème. Il manque toujours, en fait, à nos politiques, une volonté politique. Quand vous prenez les 52 recommandations issues de ce cadre-là, c'est des choses qu'on a toujours dit, même la loi sur la manifestation. Il y a un rapporteur des Nations Unies qui avait interpellé le gouvernement sur cette loi-là. Beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été déjà dites par le passé, qui normalement, si elles étaient mises en application, cette concertation nationale n'aurait pas lieu. Donc je ne pense pas que tous disent la même chose. Adi dit aujourd'hui qu'elle respecte la discipline. Monsieur Abbas Kaboa a parlé. L'INC a déjà fait sortir un communiqué menaçant de claquer et à un moment donné, il a mis à l'exécution ces menaces. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout un imbroglio. On est dans un flou kafkaïen sur ce dialogue-là. David, on termine avec vous. Visiblement, la voix de ces 52 propositions est sans écueil, on peut le dire ainsi, sans obstacle. On peut le dire ainsi. Si le gouvernement et uni ont accepté de parapher les conclusions, ça veut dire que... Le gouvernement n'est pas uni. Non, le gouvernement représenté par le ministre Payato. N'oubliez pas que nous sommes dans un parti-État. Voilà. Oui. Et donc, si l'opposition aussi a accepté de signer en bas de documents, ça veut dire que les antécédents qui opposaient la classe politique sur certains droits des citoyens togolais ont pu trouver solution. Maintenant, est-ce que l'applicabilité de ces recommandations pourra être faite selon ce qui avait été décidé dans cette salle? Vous vous rappelez qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites dans ce pays, mais jamais n'ont été appliquées. Pour quelles raisons? Personne ne le sait. Ce énième dialogue pourra peut-être apporter les solutions à cette crise politique que traverse le pays, avec la faible volonté que il y aura plus d'investissement, il y aura plus de motivation de la part des acteurs politiques pour aller ensemble dans un
creuset national à trouver une solution à cette crise-là. Et on salue en tout cas la participation des uns et des autres, sauf que il faut aussi respecter la position de certaines formations politiques, unir à apprécier l'effort qu'a fait le gouvernement. L'ANC dit non, je ne me retrouve pas. Tant mieux, c'est la politique, on ne peut pas être d'accord sur tous les bancs. Merci beaucoup à vous, David Diakbavi. Et comme lui, Kamako l'a dit tout à l'heure, on va voir si on peut organiser un débat avec les acteurs politiques pour voir un peu plus clair, comme il a dit. Il y a presque un millimélo total autour de l'affaire. Adam Glenou, Fioklou, merci également à vous. On est toujours ensemble. Oui, on est toujours ensemble. Luis Kamako, Merci. vous étiez en retard. La prochaine fois, il y aura des sanctions. Merci beaucoup. Merci. Allez, très bonne suite de nos programmes.